Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Et comme toujours, vous le savez, j'ai 4 romans à vous présenter. Dans l'ensemble, ça a été de bonnes lectures, voire pour une ou deux de très bonnes lectures et une très bonne surprise alors que c'était plutôt mal barré dans les premiers chapitres. Bref, je ne tergiverse pas plus, pardon, et on commence tout de suite. Je commence du coup par le second tome de la saga des aventures de Vicky Nelson, donc Piste sanglante de Tania Huff, publiée aux éditions J'ai lu. C'est une saga qui n'est pas récente, puisqu'elle date des années 2000, je crois que le dernier tome est sorti en 2011, ou 2010. Voilà, donc je ne pourrais plus vous dire exactement. Là, ils avaient dit 2007, il me semble, dans le deuxième tome en tout cas. Je crois que le deuxième tome c'était 2007, si je me trompe pas. Ouais. 2007, voire des années 90. Bref, la saga n'est pas récente et effectivement, entre-temps, on a vu d'autres sagas de beat lit, d'urban fantasy bien meilleures, qui ont été bien mieux travaillées, bien plus peaufinées, avec des univers quand même de fifou. Je parle quand même de Meg Corbin, de Kate Daniels, de Mercy Thompson, mais 3 sagas beat lit absolument chouchou, urban fantasy de fifou, dont je suis folle amoureuse, on est d'accord, mais il n'empêche quand même que j'ai passé un bon moment avec ce tome 2 et j'en demandais pas plus, hein. Pour tout vous avouer, je ne demandais pas quelque chose de grandiloquent, donc effectivement on sent que c'est pas récent, effectivement il y a des choses qui ne m'ont pas plu, mais d'autres qui m'ont bien plu. Bref, ici du coup, on suit Vicky Nelson, qui est détective privée, qui a la particularité d'avoir une maladie dégénérative au niveau de la rétine, ce qui fait qu'elle est malvoyante. Et quand je dis qu'elle est très malvoyante, elle est malvoyante complète, hein. C'est-à-dire que la nuit, même avec des lampadaires, elle voit rien. Elle est presque aveugle. Le jour, elle voit extrêmement mal, c'est extrêmement flou. Elle a un champ de vision très réduit, donc c'est très compliqué pour elle. Voilà, elle le vit pas forcément bien tous les jours, elle a des moments où elle déprime, mais elle essaie toujours de se reprendre, et donc évidemment, comme elle est détective privée, elle mène des enquêtes. Et donc dans le premier tome, pour une enquête, elle va être amenée à rencontrer un certain Henri Delacroix, il me semble, je pourrais plus vous dire exactement si c'est ça son nom, qui s'avère être plus qu'un simple personnage et écrivain de romance, puisque dans l'histoire il est romancier. C'est également un vampire vieux de 400 ans et qui plus est, il se contente pas d'être un vampire, c'est aussi un fils de roi. Voilà. Autant faire les choses à fond, hein, les gars, carrément. Hein. Il était prince le gars avant de mourir. Enfin, avant de devenir vampire. Bref, du coup, dans ce tome 2, Vicky et Henri vont être amenés à mener une enquête concernant les meurtres de plusieurs loups-garous, donc dans une famille de loups-garous, dans une meute de loups-garous. Mais là, ils forment plus une famille, donc c'est une meute, mais c'est également une famille, hein, puisqu'ils sont tous oncles, tantes, enfants, petits-enfants. Donc voilà, c'est vraiment une famille. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. J'ai bien aimé comment les loups-garous étaient traités dans ce tome-là, je trouvais ça très intéressant. Ils se rapprochent plus des loups que des êtres humains, donc la façon de fonctionner c'est plus des loups que des êtres humains. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment cool de voir vraiment qu'on ne considérait pas des loups-garous juste comme des humains, et quand ils sont en loup, ce sont des formes de loups, donc ils ont des loups avec une pensée humaine. Ils ont quand même vraiment une pensée de loup, et ça j'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai trouvé que c'était très bien amené, je trouvais que c'était plutôt cool de voir des loups-garous avec des comportements de loups, plus que des comportements humains, même s'ils ont évidemment des comportements humains, ce ne sont pas des humains, et ça du coup on en fait bien la différence. Je trouvais que c'était vraiment très cool. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le personnage de Vicky dans ce tome 2. Je l'ai plus apprécié même que dans le tome 1, je trouve. On voit plus de ses défauts, on voit plus de ses moments de déprime, on voit plus que c'est pas toujours rose pour elle, de se faire à l'idée que sa vue diminue et elle continuera à diminuer jusqu'à ce que malheureusement un jour elle devienne aveugle, parce que c'est une maladie dégénérative et manque de bol, la finalité c'est de devenir aveugle. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Malgré tout, c'est un personnage qui va quand même mener des enquêtes, qui est fort, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. On a des personnages quand même qui prennent un peu en épaisseur, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympathique. J'ai également beaucoup aimé le fait qu'on a une espèce de relation amoureuse qui se met en place, plus un triangle amoureux entre Vicky, Henri et l'ancien coéquipier du coup de Vicky, sans que ce soit vraiment un triangle amoureux, parce que clairement Henri ne se le cache pas, il en pince pour Vicky.
L'ancien coéquipier de Vicky, je pense qu'il est dans le déni, à mon avis. Je pense qu'il est dans le déni. Mais Vicky, elle, pour elle, ce sont des connaissances, ce sont des personnes qu'elle apprécie, ce sont des amis. Elle couche avec l'un et l'autre, hein, parce que voilà, elle couche avec. Mais elle ne le cache ni à l'un ni à l'autre. On prend du plaisir ensemble, ça s'arrête là. En tout cas, dans ce second tome, ça s'arrête là. Voilà, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle-même pour ça. Voilà, si elle a envie de coucher avec quelqu'un qu'elle apprécie, elle couche avec, voilà, elle me le cache pas, écoute, hein, voilà, je te le cache pas, je couche avec lui, je couche avec toi, ça s'arrête là les gars. Et ça j'ai trouvé que c'était très très bien foutu, j'ai trouvé que c'était surtout très cool de voir que pour une fois c'est pas la nana qui est énamourée devant deux beaux gosses, l'enfoiré de service et le BCBG de l'autre côté. Non, là on a vraiment une femme qui sait ce qu'elle veut, elle trouve ces deux personnages très sympas, elle les aime bien, ce sont des amis, elle couche avec eux, ça s'arrête là les gars. Voilà, ça j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et j'ai également aimé le personnage d'Henri parce que lui, c'est un personnage qui pareil prend un peu plus en épaisseur. Et surtout, c'est un personnage qu'on va pas nous décrire hétéro mais bisexuel. Le mec, tant qu'il plaît, la personne lui plaît, rien à foutre. Voilà, il couche avec, voilà, c'est très très bien. Hein, parce que en plus boire du sang, il y a quelque chose de très sensuel dans l'histoire. Donc voilà, même si c'est pas hot, hein, clairement il n'y a rien de hot dans l'histoire. Par contre au niveau de l'enquête, ce que j'ai trouvé très dommage moi, c'est que malheureusement, on découvre très rapidement qui est le coupable. C'est pas qu'on le découvre, c'est qu'on nous le dit en fait. On nous le dit, voilà, on nous le dit, ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Dans le premier tome il me semble qu'il y avait déjà ça. Là dans le deuxième tome c'est pareil, arrivé à la moitié du roman, mais déjà avant... on se doutait, et à la moitié du roman, on nous le dit, c'est lui. Voilà, c'est lui. Il y a plusieurs points de vue différents, parce que parfois, il y a d'autres personnages qu'on va impliquer dedans, qui vont avoir juste une importance dans ce tome-là, et qui vont donner leur point de vue, et je trouve qu'il y a trop de points de vue différents parfois, surtout quand c'est des personnages qui ne vont pas revenir par la suite. Pour moi, c'est un peu dommage, et parfois c'est très mal découpé, donc on lit l'histoire, et puis tout d'un coup, on passe un autre personnage, mais il faut le temps que... Ah d'accord, on a changé de paragraphe, donc on a changé de personnage. Je trouvais que c'était parfois assez mal découpé, donc ça a été dommage. Donc ça a été une bonne histoire, voilà. Il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs que j'ai adorés. Voilà, je lirai certainement le tome 3 quand je le trouverai d'occasion. Je passerai également un bon moment. J'en demande pas plus en fait pour cette saga. Ensuite, j'ai du coup lu le premier tome de la saga de la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, publié ici chez les éditions Pocket. J'aime pas du tout la couverture, mais bon, on s'en fout. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Polly, qui malheureusement a fait faillite. L'entreprise qu'elle avait avec son mari a fait faillite. Elle divorce avec son mari, donc Polly, à la trentaine du jour au lendemain, qui avait construit sa vie, se retrouve sans rien, sans argent, puisqu'en plus, malheureusement, il faut rembourser les dettes. La société ayant été mise en faillite, tu ne peux pas faire ce que tu veux, puisque évidemment il y a les huissiers derrière, il y a tout ça. Donc Polly, elle essaie de se reconstruire et malheureusement, elle va décider de partir peut-être un peu plus loin parce qu'elle trouve pas d'appartements qui sont à des prix abordables et le seul endroit qu'elle va trouver, c'est à l'autre bout de la côte, voilà, vraiment au bout de la côte, dans une petite bourgade où l'appartement n'est pas génial, clairement, balayé par les vents et qui est très très loin de la ville en pleine effervescence qu'elle a connue, qui la change complètement. Voilà, je ne vous en dis pas plus du coup pour résumer, puisque vraiment c'est le début. Alors, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir Polly se reconstruire dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle commune, donc dans cette espèce de petit village du bout du monde, vraiment perdu au loin, vraiment sur le bout du bout de la terre, on va dire, enfin du coup du territoire. Il n'y a qu'une seule route qui y emmène, et malheureusement cette route en plus est souvent noyée par la marée, donc ils sont très souvent isolés, et donc Polly va se reconstruire petit à petit dans cette ville, faire la connaissance des gens qui vivent là, petit à petit s'y faire des amitiés. Elle va peu à peu reprendre goût à la vie, se reconstruire, ouvrir une petite boulangerie, elle qui adore du coup pétrir le pain parce que c'est vraiment ce qu'elle aime faire, donc elle va en fait finalement se reconvertir, rencontrer peut-être l'amour, voilà, il y a vraiment une reconstruction du personnage et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment une ambiance
dans ce roman. C'est vraiment un roman d'ambiance, je trouve, avec des personnages hyper attachants, tout à fait différents, ces ambiances de petits villages où tout le monde connaît tout le monde, avec leurs histoires, leur passé, et Polly qui petit à petit, qui est si étrangère à cet univers, va finalement réussir à s'intégrer et finalement réussir à y trouver son bonheur. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très sympa. Par contre, il y avait quelque chose qui, moi, m'embêtait dans ce roman. Et j'arrivais pas trop à trouver ce que c'était jusqu'au moment où ça a fait tilt. Il y a des côtés, il y a un côté très mièvre, voilà. Il y a un côté dans le style de la plume, en tout cas, dans le style de l'auteur, dans cette plume et dans la façon de voir les choses, qui est très mièvre, très guimauve. Et j'aime pas quand c'est trop guimauve. Vous le savez, moi le guimauve à petite dose. Hein. Donc voilà, il y avait un côté extrêmement guimauve, extrêmement mièvre qui moi m'a un peu coupé la chic. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très très bon moment, ça a été très agréable. J'ai notamment beaucoup aimé le personnage secondaire de Kenya, je crois qu'elle s'appelle, qui est en fait la meilleure amie de Polly, et un autre personnage secondaire qui va entrer vers la moitié du roman, qui était vraiment trop fun, j'ai vraiment aimé. On s'attache à tous les personnages parce qu'ils s'intègrent vraiment dans le roman, vraiment dans l'intrigue, vraiment dans l'ambiance, et c'était vraiment vraiment un roman feel good que j'ai beaucoup aimé. En plus, ça sort de ma zone de confort. Donc voilà, je continue par une valeur sûre avec le 4e tome de Journal d'un assassin, donc stratégie de sortie de Martha Wells, publié chez La Talente. Voilà, donc c'est le 4e tome, il me reste le 5e tome à lire, je ne devrais pas tarder à recevoir le 6e tome qui vient de sortir. Alors j'étais joie quand j'ai vu qu'il y avait le 6e tome qui sortait, vous connaissez mon amour pour cette saga, donc à chaque fois que je replonge dans ces tomes, c'est toujours un vrai bonheur, et là ça n'a pas manqué, puisqu'ici on est dans opération de sauvetage, les gars. Voilà, opération de sauvetage, puisque ici l'assassin va partir, on va dire, à la rescousse d'un des personnages du premier tome. Qu'il avait rencontré, qui s'appelle, je ne sais plus comment, le docteur Mensah, donc qui a été kidnappé. Et c'est un personnage auquel il s'est beaucoup attaché, en fait. C'est un humain qu'il apprécie beaucoup. Et du coup, en fait, c'est tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents qui fait que le docteur Mensah a été kidnappé, et du coup lui va vouloir aller l'aider à réparer un peu les pots cassés, et c'était trop bien parce qu'on a encore plein d'actions, on a plein de rebondissements, on suit encore notre assassin qui n'a pas de nom vraiment officiel, mais qui a toujours ce côté cynique, toujours ce côté très ironique. C'est un personnage hyper attachant. Alors il est très cynique, mais il a un côté vraiment très humain, et moi j'adore, personnellement j'adore, parce que encore une fois on découvre des choses, on retrouve en plus les personnages du premier tome, et ça m'a fait vraiment plaisir de les retrouver. Voilà, j'ai vraiment aimé. En plus il y a vraiment une touche d'humour dans ce tome là qui était génialissime. Franchement, je crois que c'est mon tome préféré. Pour l'instant c'est mon tome préféré, à voir par la suite avec le tome 5 et le tome 6, mais en tout cas pour moi le tome 4 c'est mon chouchou. Je continue du coup par la 9e maison de Leigh Bardugo, publiée aux éditions de Saxus. Alors ici, on suit Alex, qui suite à un accident ou plus un massacre où tout le monde est mort, elle est la seule survivante, va être embauchée pour travailler à Yale, notamment pour travailler à la 9e maison, qui est en gros la gendarmerie de toutes les autres maisons qui pratiquent la magie, notamment à Yale. Voilà, donc Alex va être embauché dans cette université, va être formé par un certain Darrington pour en gros surveiller les autres maisons. Alex essaie de se faire à cette nouvelle vie, de reprendre le pas sur tout ce qui s'est passé, sauf qu'un jour un meurtre va avoir lieu, et alors là, je ne vous en dis pas plus parce que ce serait vous gâcher le plaisir. Alors pour moi ça a été très compliqué. Ce roman au départ a été extrêmement compliqué. Il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment être immergée dans ce roman, parce que les premiers chapitres, les premières 100 voire presque 150 pages, pour vous dire, hein, il a fallu que je m'accroche, hein, c'était compliqué parce qu'il y avait des choses, des noms de villes, de statues, de maisons qui tombaient, d'endroits à Yale ou dans la ville, mais ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Pour moi ça arrivait de nulle part et je comprenais pas, je voyais pas à quoi ça correspondait,
Et moi je connais ni Yale, je connais pas la ville, je connais pas l'endroit, je suis française, je suis pas américaine, j'ai jamais été là-bas, je ne connais pas du tout le coin, donc ça me perdait en fait, ça me perdait complètement. Et franchement, moi quand je lis un roman, c'est pas pour aller faire des recherches, pour savoir à quel point ça correspond et machin, parce que franchement, si j'avais cherché tous les mots qui me posaient problème, j'aurais passé plus de temps sur internet à chercher que plutôt lire le roman. Et ça par contre, ça moi ça m'a beaucoup perturbée. Ce qui m'a perturbée aussi, c'est qu'Alex va parler de certaines personnes qui, pareil, sortent de nulle part. Moi, en fait, ils sortaient, mais je me disais, mais c'est qui ces gars-là? Enfin, voilà, je ne voyais pas d'où ça sortait, je comprenais pas. J'étais hyper perdue au départ, vraiment, mais j'étais complètement paumée, je voyais pas du tout l'auteur où voulait en venir. Je me suis accrochée parce que je me suis dit, oh là là, il est gros quand même, à mon avis, il y a des choses qui ont l'air vraiment intéressantes. Et une fois que j'ai bien plongé dedans, une fois que les choses m'ont paru plus simple, c'est passé mais comme une lettre à la poste les gars, c'était trop bien. Par la suite, j'ai vraiment aimé ce roman, en tout cas ce premier tome, parce qu'à mon avis il va y avoir une suite. C'était extrêmement bien foutu, hyper bien travaillé, on a un univers qui est quand même hyper complexe, on a une intrigue qui est super bien foutue, on se dévoile petit à petit, il y a des choses à laquelle je m'attendais pas à la fin. What? Ah ouais, mais je me suis laissée porter par la suite et c'est passé mais vraiment tout seul. En plus, on a vraiment à un moment une Alex qui est effacée, presque maladive, qui essaie de s'en sortir, de rentrer dans les normes, et par la suite il va y avoir une espèce de déclic, il va y avoir un espèce de retournement de situation, et Alex va finalement reprendre le dessus, et là on va avoir un personnage qui va complètement, si vous voulez, vriller, dans le bon sens entre guillemets, hein, et elle va reprendre, si vous voulez, le pas sur elle-même, et va laisser ressortir son vrai caractère. C'était trop bien. Déjà l'héroïne, c'est pas un personnage héroïne, c'est vraiment un personnage sombre, qui est pas la plus gentille du monde, mais qui n'est pas la plus méchante. Voilà, il y a des choses qui se sont passées dans son passé, voilà. Déjà le personnage est très bien foutu, il est complexe, on a d'autres personnages qui entrent en compte, qui sont hyper intéressants, qui sont hyper complexes. On a Darlington, alors Darlington c'est un gentleman, mais il est extrêmement mystérieux, il y a des choses qu'on apprend, mais à la toute fin tu te dis oh, what? Mais ouais, mais je ne savais pas. Et c'est très bien foutu, on a un univers très bien travaillé, très bien foutu, hyper complexe. Une intrigue c'est pareil, hyper bien foutu, qui est plus complexe qu'il n'y paraît, avec des retournements de situation à laquelle je ne m'attendais pas, des révélations à laquelle je ne m'attendais pas, et il y en a des personnages mais qui sont tellement intéressants, extrêmement bien foutus, extrêmement attachants. Moi je les ai adorés, franchement, c'est passé tout seul. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire, mais une fois que je suis rentrée dedans, mais c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai passé un super bon moment par la suite. Donc voilà, ça a été une vraie surprise pour moi et j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte que la suite sorte quand même pour voir ce qui va se passer. Parce que la fin du tome 1, tu fais ok, ça va pas le faire les mecs, il me faut la suite. Voilà. Et voilà, j'ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, bon, bah comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!